La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Oh, wow. Écoute, on parle, le permis de taxi, on disait que ça valait plus que 200 000 $, ça fait longtemps. À partir de 2014, l'entrée d'Uber à Montréal, en 2014, le permis valait à peu près 195 000 $. Présentement, même à 85 000, 90 000 $, on ne trouve pas d'acheteur pour un permis. C'est plus que la moitié. Et bon, alors comment vous êtes propriétaire d'un permis, comment est-ce que vous faites, vous? Bon, écoutez, je diable par la queue, on essaie de survivre. On essaie de survivre parce que présentement, un permis de taxi, il ne rapporte rien. Un permis de taxi, maintenant, l'argent que le permis donne ne peut même pas combler les dépenses liées à un permis de taxi. Quand on parle des dépenses de si vous avez un permis, une dette sur le permis, si vous avez une voiture, les assurances, les compagnies de taxi, tout et tout. Ce que vous rapporte le permis maintenant en termes d'argent ne peut pas combler toutes ces dépenses-là. Donc, qu'est-ce que les gens font? Bon, il y a des cartes de crédit, il y a des marges de crédit. C'est pourquoi c'est là à prendre ce montant-là pour essayer de renflouer toutes ces dépenses-là qu'ils ont fait pour essayer de survivre. Voilà. Ça, c'est Carlo Hector. Il est le président de l'Association haïtienne des chauffeurs de taxi ici à Montréal, qui vient de mettre la table sur la situation des chauffeurs de taxi. Depuis l'arrivée d'Uber, il l'a expliqué en 2014, la perte de la valeur des permis notamment. Et vous l'avez entendu, même à des permis qui valaient plus de 200 000 $, même à 85 000 $, on ne trouve pas d'acheteurs. On les offre à 85 000, mais il n'y a pas d'acheteurs. Les gens ne veulent rien savoir de ça. Ça, c'est depuis l'arrivée d'Uber. Et depuis cette question-là, ça fait quoi? Plus de 4 mois à peu près, depuis que le gouvernement a accepté, parlait à la suite de rencontres, plusieurs négociations avec leur négociateur en chef, Marc-Antoine Cloutier, il y avait une promesse de compensation
à faire. Et là, le ministre des Finances, le ministre québécois, M. Leitao, a annoncé que d'ici le 17 août, donc je crois que c'est vendredi prochain, les chauffeurs de taxi vont savoir comment est-ce que ça va être réparti, cette compensation, combien est-ce qu'ils auront finalement dans leur poche, parce qu'ils n'arrivent plus à tenir. Là, on s'interroge sur les conditions, comment ça va se dérouler et tout ça. C'est ça, absolument. Comment est-ce que ça va se dérouler? Il y a des questions que Carlo Hector, le président de l'association, se pose. Personne ne sait réellement qu'est-ce qu'il y a dans ce communiqué-là. Personne ne sait s'il y a des conditions à la distribution de ce montant-là. Personne ne sait qu'est-ce qu'on va faire avec Uber. N'oubliez pas, le 12 octobre prochain, le projet pilote d'Uber prend fin. Le 12 octobre. Est-ce qu'on va quand même introduire quelque chose pendant qu'on nous donne cet argent-là? Est-ce qu'on va nous donner Uber aussi avec comment il est? C'est ça le danger. On n'aura même pas le temps de contester ce montant-là. C'est ça, les gens sont tellement endettés, les gens sont en faillite. Je pense que la majorité d'entre nous sont prêts à prendre ce montant-là tel quel, comme il est. Quelles que soient les conditions. C'est une situation assez difficile. Là encore, ils sont coincés. Ils sont coincés. C'est pas intéressant du tout. Mais là, avec le timing des élections, ça pose encore des questions. Absolument. Et pourquoi les élections pourraient poser problème à ça? On a posé la question à M. Hector et il dit, mais écoutez, le 17 août, on va savoir comment est-ce que ça va se répartir. Mais les élections seront déclenchées, et le premier ministre Couillard l'a annoncé le 23. Et on n'aura pas le temps de rejeter cette offre-là, de négocier en tant que tel, parce qu'on tombera à l'intérieur du 23 août, la période électorale, et le gouvernement ne pourra pas prendre d'autres décisions sinon que gérer les affaires courantes pendant la période électorale, et ne voudra pas engager le prochain gouvernement, que ce soit libéral, la CAQ ou peu importe, le PQ ou Québec solidaire, parce qu'il va y avoir des élections et ces 4 partis-là vont en élection. Et ça, c'est un problème. Les élections, le timing choisi par le gouvernement de régler cette question-là, ça pose problème. Même durant la campagne électorale, même après les élections, on a l'impression de recevoir l'échec. Mais s'il y a un effet, on est en cours d'élection, je pense qu'ils vont avoir les mains liées, ils ne pouvaient pas distribuer cet argent-là au moment de la campagne électorale. C'est pour ça qu'on voulait ce communiqué-là bien avant, pour être sûr qu'on va recevoir l'argent. Et ça, c'est la principale inquiétude que vous avez aujourd'hui? Le communiqué, on va l'avoir, l'argent, on va l'avoir, mais le danger et le dilemme, les conditions. Est-ce qu'il va avoir, comment on va recevoir l'argent et combien on va recevoir? Personne ne sait jusqu'à présent. Comment on va distribuer cet argent-là? Jusqu'à présent, personne ne sait. Il y a beaucoup de gens qui spéculent là, 30, 40, 50, mais personne ne sait. Même le ministre des Finances ne peut pas dire le montant qu'il va distribuer à chaque agglomération ou à chaque propriétaire de permis. Mais le communiqué va sortir vendredi, et le ministre l'a annoncé. Il devait le savoir, là, déjà. Bon, je ne sais pas, peut-être il y a des surprises. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être une victoire, mais peut-être une demi-victoire. Et les gens nous doivent beaucoup plus que ça. On parle toujours d'une première tranche. Vraiment beaucoup d'inquiétudes. Première tranche. Et il faut noter, avant de terminer avec ce chapitre, Jean-Étienne, que les chauffeurs de taxi avaient annoncé une mobilisation pour jeudi prochain, le 16 août. Et ils ont dû surseoir cette mobilisation en raison de l'annonce qui a été faite par le ministre des Finances, Carlos Leitao. Et ils préfèrent attendre de savoir d'ici vendredi prochain comment est-ce que ça va se régler, combien est-ce qu'ils auront avant de pouvoir relancer une autre manifestation, cette mobilisation. Et encore une fois, le délai est très serré. Ils n'auront pas beaucoup de temps pour se mobiliser ou pour négocier ou contester les modalités ou les montants qui seront alloués aux chauffeurs de taxi. On reste cette fois à Montréal-Nord. Oui, on va à Montréal-Nord où s'est déroulé le week-end dernier le 5e sommet de Woodstock. Woodstock, c'est quoi? C'est une espèce de mentorat social qui existe depuis 9 ans
à la suite, ça a été créé après justement le décès de Freddy Villanueva, un an plus tard. Freddy Villanueva, ça fait 10 ans. Mais depuis 9 ans, il y a ce sommet-là qui existe à Montréal-Nord. Et il y a des années où ils n'ont pas eu d'édition, mais en 9 ans, ils ont réalisé 5 sommets. D'abord, on va écouter Will Prosper, qui va nous expliquer plus en détail c'est quoi Woodstock à Montréal-Nord. Woodstock, c'est la 5e édition. Ça a été fait suite à la mort de Freddy Villanueva. Le premier slogan qu'on avait, c'est s'organiser pour s'élever. Donc, on donnait des formations, des cours, des ateliers sur nos droits, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la police, sur comment bâtir notre propre monnaie, comment entreprendre dans nos communautés, comment créer un réseau, et ainsi de suite. Donc, c'est un travail d'éducation populaire, qu'on peut dire, qu'on fait avec plusieurs personnes dans nos communautés. Et cette année, on a décidé d'innover sur un nouveau concept qui était beaucoup plus focusé sur les jeunes. Donc, des ateliers pour donner des chances à ce que nos jeunes n'ont pas toujours accès à certaines informations. Et là, on s'est dit, on va prendre des gens qui ont grandi dans Montréal-Nord, qui ont réussi à obtenir certaines expertises, des gens qui sont alentours, Saint-Michel, Rivière-des-Prairies, et voir comment ils peuvent partager leurs connaissances pour qu'ils puissent infuser directement des idées. Voilà. Ça, c'est Will Prosper qui vient de nous expliquer en long et en large c'est quoi Woodstock, d'où ça vient et qu'est-ce qu'ils font de manière générale. Et en 9 ans, comme je vous l'avais dit, ils ont réalisé quand même 5 éditions, 5 sommets sur ce plan-là. Alors, on a posé la question à Will Prosper à savoir, mais c'est quoi le bilan en 5 éditions? Où est-ce que vous êtes rendu sur ce plan-là, de ce côté-là? On écoute de nouveau. Ben, c'est 5e édition en 9 ans. En 9 ans quand même, parce qu'il y a eu des années où est-ce qu'on n'en a pas eu. Donc, à chaque fois, ça grossit. Présentement, là, on est en train de bâtir quelque chose avec Woodstock. On part un programme qui s'appelle STARTS, donc soutien technologique et les arts. Donc, c'est un programme qu'on essaie de construire pour faire en sorte que les jeunes puissent suivre des cours, des formations, des ateliers de hip-hop. Mais c'est pas seulement des ateliers de hip-hop, parce que le hip-hop, pour les gens, vont faire comme « pourquoi ils vont aller rapper, ils vont faire des choses comme ça. C'est de la poésie, le hip-hop. C'est un amour du français. Donc, c'est apprendre à écrire le français. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu as des jeunes qui sont gênés. Donc, le hip-hop, c'est un art oratoire. Donc, tu apprends à parler. Ça va t'aider dans n'importe quoi. Si tu veux devenir analyste de sport, tu veux devenir quelqu'un qui va communiquer dans un CA, tu veux être un leader politique, ben, tu apprends à parler. On va faire des cours de débat à travers ça. Donc, c'est toutes ces différentes fonctions-là qu'on va faire. Puis, il y a des jeunes qui aiment faire des dessins. Si tu aimes faire des dessins, nous, on va dire, ben, viens-t'en, on va avoir des gens qui sont des professionnels qui font des dessins, des graffitis, tu vas apprendre à faire comment ça fonctionne. Puis après ça, on va t'amener vers l'ordinateur pour faire des formations d'infographistes. Donc, c'est d'utiliser les arts. Puis même chose avec le documentaire. Je suis documentariste. Donc, on va apprendre aux jeunes d'utiliser les outils des ordinateurs pour qu'ils puissent créer leurs propres histoires. Donc, au lieu qu'on vienne raconter l'histoire à propos d'eux, ben, c'est avec les jeunes ici qui vont raconter leurs propres histoires puis qui vont développer ces outils-là. Puis quand tu racontes une histoire d'un film, d'un reportage, comme tu le sais, quand tu fais ces histoires-là, ben, tu apprends à faire, si tu en vas au cégep, à l'université, tu apprends à faire des thèses. Parce qu'il faut que tu fasses une recherche, puis tu arrives à synthétiser le tout. Fait que les gens ne réfléchissent pas, mais ça a un impact. Fait que nous, on essaie d'utiliser des outils que les jeunes aiment pour qu'eux puissent les réapproprier puis compter leur propre histoire. Ça, c'est comme ça que Woodstock évolue présentement. Voilà, on écoutait Will Prosper de Montréal-Nord République et qui est l'un des organisateurs également de Woodstock, 5e édition qui a lieu la fin de semaine écoulée. Ça, c'était à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Il y a eu beaucoup de participants, Jean-Étienne, mais il y a eu beaucoup de jeunes de la communauté haïtienne, enfin, jeunes et moins jeunes aussi. Il y a eu, par exemple, Dorothy Rowe, qui était venue raconter son expérience, ses réussites au niveau du Salon international de la femme noire. Il y a eu une autre fille de Saint-Michel qui est venue parler de son projet, pas de son projet, mais de sa réalisation Expo Saint-Michel, je crois que ça s'appelle. Il y a eu beaucoup de jeunes haïtiens ou de jeunes africains ou des jeunes des communautés culturelles de manière générale qui ont eu un parcours, qui sont venus raconter ça à d'autres et pour leur montrer que c'est possible, qu'on peut réussir. C'était une espèce de vraiment mentorat social qui a eu lieu à Montréal-Nord le week-end dernier, 5e édition. Et vous aurez plus de détails sur notre site Internet cette semaine. Excellent. François?
Oui, bonjour Jean-Mémar, bonjour Jean-Tom, bonjour à tout le monde. Bonjour François, bienvenue. Bonjour, il fait soleil partout, même dans ton cœur. Oui, partout. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Oui, c'était pas mal. C'est pas mal, bon, c'est ça. Alors, on se retrouve pour une nouvelle semaine et puis on va continuer à informer nos auditeurs, nos auditrices. Absolument. Ils sont très, très friands de tes informations sur l'immigration. Oui, tout à fait. On va commencer d'abord avec les délais de traitement de certaines demandes d'immigration. Immigration, vous savez que pour certains cas, comme par exemple le parrainage des parents, et pour les travailleurs qualifiés, ça prend beaucoup de temps. Et surtout, les gens ne savent pas quand est-ce que ça va être finalisé. Ça pose un problème pour la planification. Les gens veulent savoir combien de temps ils peuvent, par exemple, quitter leur emploi, parce que des fois, ils viennent de l'étranger et ils doivent donner des préavis. Et c'est toujours très difficile. Alors, Immigration Canada dit qu'il est conscient de cette situation-là et fait de son mieux pour essayer maintenant de donner des délais plus précis, des délais plus précis aux gens à ce qui a trait au délai. Par exemple, on dit qu'on essaie de traiter près de 80% des demandes pendant l'année. C'est-à-dire que normalement, on essaie de faire ça, mais il y a des cas qui sont plus difficiles. Par exemple, il y a des cas qui demandent plus d'enquête. Là, on est obligé à ce moment-là de prendre plus de temps. Mais dans l'ensemble, on essaie de clarifier, on essaie de donner des périodes. Et il y a effectivement des changements qui sont faits. Par exemple, quand quelqu'un veut savoir si son dossier est presque finalisé, en appelant au téléphone, on vous dit, OK, voici à quel point on est rendu. Même avant même de parler à quelqu'un, le système vous dit, voici à quel point on est rendu. Par exemple, vous avez rien à faire maintenant, ou bien vous avez reçu une lettre. Au moins, il y a effectivement des efforts qui ont été faits. C'est sûr que ça devrait être plus intéressant. C'est plus dynamique maintenant. Plus dynamique et tout ça. Mais ce qui arrive, c'est que chaque fois, par exemple, quelqu'un fait une demande de résidence permanente, la personne paye $650. D'après les chiffres qui ont été compilés par des organisations qui ont fait des enquêtes là-dessus, le gouvernement investit à peu près $100 sur les $650. Sur les quoi? Sur les $650 que paye une personne, le gouvernement investit à peu près $100. Ça veut dire que c'est pourquoi il y avait autant de délais. Parce que normalement, s'il y a beaucoup d'argent qui traite les dossiers, on ne devrait pas attendre un an et demi pour finaliser un dossier. C'est parce qu'il manque de ressources et c'est pourquoi les gens doivent attendre. Par exemple, prenez le cas de considération humanitaire, de personnes protégées, demandeurs d'asile à la personne protégée, parce que une fois qu'ils ont été acceptés, ils sont maintenant des personnes protégées. Alors, comment on comprend que juste pour traiter un dossier, ça prend 18 mois, ça prend 15 mois, parce que tout simplement, il n'y a pas assez de ressources disponibles. Et c'est pourquoi on a toujours demandé au gouvernement d'investir davantage dans le traitement des dossiers, parce que ça permet aux gens de pouvoir trouver leur demande plus facilement, de pouvoir finaliser leur dossier plus rapidement. Alors ça, c'est pour les délais. Maintenant, autre nouvelle, on a par exemple du côté, vous vous rappelez, la semaine dernière on en a parlé, ça a fait surface. Ce sont des préoccupations de beaucoup d'organisations de la société concernant le nouveau ministère de la sécurité frontalière et de la réduction du crime organisé. Alors, il y a des organisations à travers le Québec et le Canada qui ont écrit au Premier ministre Justin Trudeau pour soulever des préoccupations et en même temps soulever des questions concernant la décision sans précédent de mettre sur pied un ministère de la sécurité frontalière
et de la réduction du crime organisé. Oui. Alors, même sur la terre, on n'avait pas un tel ministère. Alors, on dit que la création de ce ministère alimente un sentiment de crise sans fondement, allant à l'encontre de la position déclarée du gouvernement selon laquelle le Canada fait face à des défis, mais non pas à une crise, en raison du même accru du niveau de l'Haïti. OK. Vous voyez? Alors, ça veut dire que quand on crée un ministère, ministère de la sécurité frontalière et de la réduction du crime organisé, encore, c'est comme s'il y a une crise, et pourtant, chaque fois, le gouvernement dit non, ce n'est pas une crise, on a le contrôle, il y a des défis, on va faire face et on va trouver une solution. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'on confond sécurité frontalière et crime organisé, ça devient une combinaison toxique. Pourquoi? Parce que c'est comme on dit sécurité frontalière et crime organisé, ça veut dire qu'immédiatement, c'est comme si à la frontière ou au point d'entrée, il y a des crimes organisés. Pourquoi ou le crime organisé est transnational. Est transnational. Pourquoi on fait cette liaison-là? Alors on dit que ça va créer, ça va amplifier les inquiétudes des malentendus au sujet de la migration irrégulière de la sécurité frontalière. Et au contraire, le gouvernement devait clarifier le fait que les réfugiés sont souvent obligés de traverser les frontières en utilisant des canaux irréguliers. Par exemple, quand par exemple, de façon générale, vous refusez des cadres de visiteurs, vous refusez des cas de permis d'études, ou bien les cas de parrainage, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de refus à ce niveau-là. Mais les gens se retrouvent en situation où ils doivent tenter une chance. Et là maintenant, on se retrouve aussi avec l'entente sur les pays tiers, ce qui crée problème. Ouais. Alors, c'est pourquoi les gens ils cherchent des choses, sans oublier le fameux Donald Trump qui enlève, qui met fin à des programmes de TPS. Vous avez toute une combinaison. C'est comme si c'était un matin, les gens disent, bon, ok, nous voulons venir au Canada et puis nous allons faire ça. Non, il y a beaucoup de facteurs qui ont entraîné ce à quoi on assiste maintenant. Ouais. Alors, ça veut dire que lorsque les gens vont faire cette combinaison de sécurité et crime organisé, et qui, en tout cas, je ne sais pas pour quelques cas de demandeurs d'asile, quelques cas de personnes qui seraient impliquées dans des crimes, mais en général, ce sont des personnes de bon commerce, ce sont des personnes qui viennent juste pour essayer de trouver un mieux-être, tout ça. Alors, le troisième élément sur lequel insistent ces organisations, ça crée aussi la confusion entre les rôles et les responsabilités des différents ministères. Par exemple, maintenant, quel est le rôle du ministère de la Sécurité publique, surtout de l'agence de services frontaliers, quand vous avez un ministère de la sécurité frontalière et de la réduction du crime organisé? C'est quoi son rôle maintenant? Vous voyez? Mais en même temps, le rôle du ministère de l'immigration, parce que aussi, pour les connaître, l'immigration joue un rôle. Alors, vous voyez comment la confusion qui est créée. Alors, on demande au Premier ministre de clarifier, de prendre position, de dire pourquoi on est obligé de créer ce ministère-là et pourquoi encore on a choisi celui qui était à Toronto, celui qui était connu comme quelqu'un qui ne respectait pas et après celui qui faisait à sa tête et tout ça. Alors, ça crée vraiment une confusion totale et puis les organisations comme le Conseil canadien pour les réfugiés, même Amnesty International avait demandé aussi au gouvernement de clarifier, par exemple, cette position-là. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a autre nouvelles pour nous? C'est des nouvelles pour vous écouter, et puis demain, on sera là pour vous donner des nouvelles. Voilà. Merci beaucoup, François Jean-Denis, qui dirige, je vous le rappelle, dis-je bien, la firme Vision Max Service. Vous pouvez voir les coordonnées de François Jean-Denis de la firme Vision Max Service à l'écran sur Facebook. Et vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Et vous allez nous écouter en différé sur WhatsApp et YouTube. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix.
Et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétiques multi-ethniques, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques multi-ethniques vous rembourse le double la différence. Cosmétiques multi-ethniques 42,90 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétiques multi-ethniques. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Voilà, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Vous pouvez nous écouter en direct à partir de notre site internet et en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp et YouTube. Vous pouvez nous écouter sur Twitter également, cette émission. Ce sont les nouvelles d'Haïti, Jean-Étienne. Oui. Plus ça va, plus ça va. Ouais. C'est pareil, c'est ça qu'on dit ici. Voilà. Là, on va se rendre encore une fois au Parlement. Il faut dire que, particulièrement à la Chambre basse, Jean-Yves Goudou, comme on le sait, il y avait le groupe APH qui était un groupe proche de PHTK d'une façon générale, dont Jovenel Moïse. Mais là, la nouvelle, c'est que 48 députés de ce groupe qui comptait... Ça a fait 1000 morceaux. Ouais. On exagère un peu, mais... Oui, 48 députés de ce groupe qui comptait environ 70 décident de se mettre ensemble cette fois. Et là, il est clair qu'ils n'ont pas encore officiellement enregistré le groupe au niveau du Parlement pour lui donner un nom, etc. Mais déjà, l'un des initiateurs... Ça, c'est une formalité. Il dépasse largement la quantité nécessaire pour former un bloc. Absolument. L'un des initiateurs de cette structure, c'est Jean-Marie Chéristal, député de Port-de-Paix, qui estime qu'ils vont nécessairement parler à M. Seyan, même s'ils ne veulent pas entrer dans la logique de chercher un poste ou un ministère, comme on dit ces derniers temps. On va l'écouter, M. Chéristal, qui apporte des précisions par rapport à cette structure. Ils font choix qu'ils ont imposé Jean-Henri Seyan, ils vont pour le noyer dans la Chambre des députés. Le président Jovenel, il connaît le bloc majoritaire qui t'a supporté. Il pas chita ce bloc-là, ni avant, ni après nomination. Ça veut dire, le président Jovenel dit, M. Jean-Henri Seyan, dégagez, nagez pour sortir. Ou bien, il parle M. Jean-Henri Seyan, ou bien tout, lui, chanter funérailles, donc APH. Ça, eh bien, nous-mêmes, nous mettons nos diapasons, nous dégageons en majorité. De fait, APH crasé pour moi-même. Nous dégageons plus de 48 membres qu'on y a là qui vous permettent à ce que nous prenions destin politique en dedans Chambasta. Jusqu'on y a là, dans le groupe, nous réunissons 48 maintenant et que moi-même c'est une initiateur. Des bagages que le président Gary Bordeaux dit, des bagages ne sont pas engagés, le groupe n'a essayé de dégager là. Le gouvernement démissionnaire là, il n'est pas atterri. Nouveau gouvernement qui vient là, nous dit que faut que les gens essayant capable de démontrer capacité de gagner pour adresser les vrais problèmes que le population a fait aujourd'hui. Faut nous dire comment il va résoudre ce problème ça. Voilà, Jean-Marie Chéristal, député de Port-de-Paix, qui n'a pas été trop gentil par rapport à Jovenel Moïse. D'ailleurs, il
Vous allez l'écouter, Jean-Numa, dans l'autre extrait. Il explique que l'un des problèmes de l'APH, d'ailleurs, qui justifie pourquoi il décide de faire ce nouveau bloc, c'est que APH a été... Jovenel Moïse a beaucoup interféré dans le leadership même de APH. Ah bon? Oui, c'est ce qu'il a révélé. L'ancien responsable... On croyait que c'était les parlementaires qui interféraient dans le pouvoir exécutif. Mais maintenant, en tout cas, selon Jean-Marie Chéristal... C'est vice-versa, ça? C'est l'inverse, on va l'écouter. C'est vice-versa. Le problème ça qui fait, il y a aussi une politique qui était un groupe tant APH, plus de 70 députés dans le monde, pour quitter et plaquer dans le monde. Ça, c'est un manque de leadership. C'est parce que Jean-Wilson Hippolyte est quitté, le président Jovenel Moïse impliqué le trop dans l'affaire bloc APH là. Nous-mêmes, nous avons un complot entre nous-mêmes avec l'exécutif là, mais dans le plus grand bien de la population. En élection qu'a fait, oui, dans le niveau bloc là, pour nous saisir, bureau de député avec une forme de commission de mandature, c'est Jovenel Moïse qui a dicté qui monde pour quitter un bureau, qui monde pour quitter notre telle commission. Donc, ouais, dans qui niveau va l'atterrir, moi-même, Jean-Marie Foustal, je suis d'accord. C'est depuis grosse déception de gagner, l'MTO Jovenel aussi impliqué, MT Dinayo, c'est pour le grand mal du bloc. Et je veux dire, devant faire accompli, bon, nous-mêmes, nous dégager, nous bailler tête, nous l'autre direction. Voilà. Oh là là. Oh là là. En tout cas, à l'attente de la PH n'existe plus. C'est vice-versa, là. Ouais. C'était carrément infeste, cette affaire-là. De comment est-ce que les pouvoirs de manière générale fonctionnent. L'indépendance des pouvoirs en Haïti, ça reste toujours un rêve. On va espérer qu'un jour que ça va être la réalité. Bon, ok. Bon, maintenant, il y a la porte-parole de la présidence, Martine Chandler. Oui, l'une des porte-parole de la présidence, Martine Denis Chandler, qui ne pouvait pas préciser si oui ou non Jovenel Moïse a rencontré Jean Risséan par rapport à tout ce qu'on sait autour de Mais ça s'est ébruité quand même, cette information. Mais Madame Chandler précise que définitivement, M. Jovenel Moïse et le Premier ministre désigné ont de très bons rapports. Ils communiquent très, très souvent ces derniers temps. On va l'écouter par rapport à ça. Effectivement, le président Jovenel Moïse était en contact permanent avec le Premier ministre Nouméa et par rapport avec perspective qui c'est formation nouveau gouvernement. Est-ce que rencontre l'en fait, est-ce que le pas fait, nous-mêmes nous pas d'éléments de réponse, ça, je dis, mais ça ne capable tout, c'est que contact là, contact existait, parce que justement, gouvernement ça, il supposé former au plus vite, et président Jovenel Moïse était en contact avec le Premier ministre Nouméa pour sa vie faite. Ici, au contraire, c'est une volonté explicite du président Jovenel Moïse de montrer à la nation haïtienne, pendant que la présentait le Premier ministre que lui choisit, que lui connaît, que qu'on étape qui est cruciale et qui est obligatoire par rapport à qui c'est ratification Premier ministre là et par le Parlement haïtien. De ce fait, nous sommes confiants que la tâche n'est pas difficile pour lui. Bon, nous connaissons que c'est la politique. Politique, c'est équilibre, politique, c'est dialogue, politique, tout, c'est négociation avec les forces en présence. Et président Jovenel Moïse lui fait partition par là, et bien, il attend que tout le monde qui l'a échiquier et joue partition par tout. Voilà. Voilà, Martine Denis Chandler, qui est l'une des porte-parole de Jovenel Moïse. Jean-Numa... Elle ne sait pas, Bon, elle ne sait pas si la rencontre a eu lieu. Normalement, ça devait être l'information minimale à savoir. Pourquoi elle a parlé alors? Bon, elle ne sait pas tout. Okay, bon. Alors, AMO, c'est l'association des maires de l'Ouest qui se sont réunis récemment. Là ça, c'est à l'intérieur de la fédération. Absolument. Oh là là. Il y a plein d'organisations, de groupements, regroupements. Ça fait tellement de petits chefs. Ouais, c'est ça. Et là, ils se sont réunis récemment, la semaine dernière. Pourquoi? Ils ont décidé, encore une fois, de non seulement parler des choses qui concernent cette organisation, mais c'était l'occasion pour les responsables de cette structure de revenir dans le contexte actuel sur une demande qui a été formulée récemment par la Fédération des maires, à savoir que les municipalités puissent avoir une certaine autonomie en termes de gestion de fonds, etc. Là-dessus, c'est encore une fois le responsable Jules-Édouard Pierre, qui est lui aussi responsable de l'Association des maires de l'Ouest, qui rappelle au Premier ministre désigné de penser à cette logique de donner... Alors, lui, il est à la tête de la Fédération des maires. Et apparemment, il est à la tête aussi de l'Association des maires de l'Ouest. Il est omniprésent et voilà, c'est ça. L'association des maires de l'Ouest est réunie au Parlement municipal de Delma pour être capable de discuter sur un ensemble de points qui concernent les mairies
dans l'Ouest. On a échangé surtout sur la question de forcé. Nous on parle tout de participation maire l'Ouest dans le premier congrès national des maires haïtiens qui a fait 19 septembre prochain dans Port-au-Prince. Nous parlons tout de solidarité que mairie. Voilà. Oh, je les dois, Pierre. Ah ben. Revenons à la situation politique, la nomination de Jean-Henri Séan, le Parlement, branle-bas de combat, des blocs qui se désagrègent, et il y a un conseiller de Jovenel Moïse, pas des moindres, Andriss Richer, qui place son grain de sel. Ben oui, et là, Andriss Richer est clair, à qui veut l'entendre, si un député pense qu'il va s'opposer vraiment dans le contexte actuel à faire avancer démocratiquement ou qui va exiger quoi que ce soit pour voter alors qu'ils sont payés pour faire ce travail, eh ben, ils sont très mal vus par Andriss Richer. Qui estime que les députés devaient normalement faire leur boulot qui est de légiférer et dans des cas comme ça, ratifier ou pas le Premier ministre au lieu de négocier un quelconque poste. On va les Donc pour lui, ça devrait être technique. Ça devait être technique, aussi politique, mais il ne faut pas exiger ou bien s'opposer parce que je ne reçois pas 1, 2, 3 pour faire le travail pour lequel on m'a payé. En tout cas, c'est la lecture de Andriss Richer. Je pense que les députés sont des élus du peuple. Ils représentent le peuple là. Je crois qu'ils comprennent aujourd'hui dans cette situation pays. Ce serait, à mon avis, tout à dire qui sont payés en croix, qui dit si on pas bailler ça, on pas remplir devoir parlementaire pour lequel il y a payé et que à ce moment-là vraiment dégradant, déshonorant. Et pas quoi que je dis. Moi, je regarde, j'ai consulté, j'ai parlé avec plusieurs députés. Pas quoi gagner dans le niveau ça. Je crois que je dis, l'heure est au sacrifice et au travail et à l'esprit de responsabilité. Et c'est vrai que M. Séan vient d'être désigné par le président de la République. Il n'a pas une majorité peut-être à la Chambre des députés, mais par contre, la population haïtienne a une majorité et cette population doit pouvoir demander aux députés de faire un sacrifice d'accompagnement pour qu'il y ait une certaine stabilité dans le pays. Voilà. Andriss Richer. Il doit savoir de quoi il parle. Il était sénateur, il a fait 2 mandats comme sénateur de la Grand'Anse, sénateur de l'OPL, et aujourd'hui, il est conseiller spécial, conseiller politique de Jovenel Moïse. Il y a un autre ancien parlementaire. Oui, il faut rester au Parlement pour dire que l'ancien député Macfell demande au Parlement... Macfell-Morquette. Oui, de gérer son image avec tous ces scandales qu'on a eus il y a quelques semaines de cela, les histoires de négociation de postes pour voter, etc. Il pense que définitivement, une institution comme le Parlement doit penser à refaire son image par rapport à tout ça. On va l'écouter. Comme ancien parlementaire, moi, j'ai demandé pour collègues, députés, sénateurs, font un effort pour redresser l'image du Parlement. Parce que l'image là, il prend un pile coup ces derniers temps. Je demandé de faire en sorte qu'à l'intérieur du Parlement, il puisse y avoir une opposition constructive. Parce que leur critiquer, ça ne va pas dire détruire ou les détruire. Leur interpeller ou bien on convoque un ministre. Mais pour le bail détail sur Jean l'argent dispensé, pour le peuple qui attendait. Mais il y a pourquoi on fait travail. Vous tout mettez de côté gouvernement, n'oubliez qui t'a fait opposition net, et puis mettez, n'est-ce pas, le gouvernement, ça n'a pas besoin de bon résultat que nous avons espéré pour nous satisfaire mandat nous. Donc il faut qu'il y ait une opposition à l'intérieur du Parlement, position constructive. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, eh bien, les règles du fonctionnement parlementaire qui réunissent, mettez chita pour nous capables, ouais, si le Parlement nous a redoré l'image. Vous dormez mal la nuit, votre matelas vous donne des maux de dos. Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ,
La Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. – 7h49, le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal, le magazine de nouvelles apporté par intexto.ca. Vous pouvez nous écouter en direct à partir de cette adresse internet et en direct sur Facebook, en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, Haïti, le bloc APH fait 1000 morceaux, 1001 morceaux, disons mieux. Et je ne pense pas que c'est dans l'avantage de Jovenel Moïse, que ce soit pour la ratification de son Premier ministre désigné ou d'une façon générale, ce n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que par rapport à la façon dont le... Je ne suis pas sûr que je serai d'accord avec toi, mais je te laisse terminer. On va voir la logique. Dans un contexte où on n'a pas une majorité réelle, le président n'a pas une majorité réelle. Et l'APH, c'est une structure qui a été constitués, c'est des gens de PHTK et alliés qui ont constitué ce bloc, qui devaient donner un petit peu plus de, je ne dis pas de légitimité, qui devait faciliter la gouvernance même de Jovenel Moïse. Quand, pour une raison quelconque, d'autant plus on critique énormément Jovenel Moïse, si on écoute les déclarations de M. Cherestal par rapport à tout ça. Florestal, excuse-moi, par rapport Cherestal, à tout ça. c'est l'ancien Premier ministre. Oui, l'ancien Premier ministre. Alors, merci pour la précision. Quand on entend tous ces commentaires, on comprend qu'il y a un problème réel entre Jovenel Moïse et ce bloc, ce qui n'est pas bien, parce que ça peut affaiblir un petit peu, je dirais, même la gouvernance, la représentation même de la force de Jovenel Moïse au Parlement devait être à travers cette structure qui n'existe plus, si on confirme tout ça, effectivement, parce que
Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, dans la division, parfois on peut mieux régner, dépendamment du contexte. Mais je ne pense pas pour ce cas, c'est dans l'avantage de Jovenel. Ça peut. Okay. Ça peut être ça, dans la mesure où, lorsqu'on écoutait le discours, la tangente que prenait Garibodo, qui fait partie de l'APH, justement, même s'il est président de la Chambre des députés, ça avait l'air que ce bloc majoritaire, s'il était unitaire, allait bloquer justement Jean-Henri Séan. Là, avec la formation de ce nouveau bloc, gagnant-gagnant, comme ils appellent ça, de 48 députés, eh ben, on pourrait facilement négocier avec ce nouveau bloc qui a l'air de ne pas trop vouloir se mêler de la nomination des ministres, directeurs généraux ou l'implication dans le pouvoir, alors qu'il y a une frange de l'APH, si l'on en croit les déclarations de Garibodo, qui voulait s'impliquer dans ça. Garibodo qui disait qu'il avait des velléités de construire des routes à Delma, par exemple. Hein? Mais c'est ce que je te dis. Le point que peut-être tu n'as pas bien saisi dans mon discours, c'est que dans mes commentaires, c'est que d'une façon générale, quand tu es président de la République, tu as besoin d'une certaine forme de majorité au Parlement pour asseoir tes affaires. Je comprends pas, dans le contexte actuel, peut-être, on n'est pas sûr, peut-être ça peut faciliter la négociation entre Jean-Henri Séan et les autres pour passer à la Chambre des députés. Mais après, comment Jovenel Moïse va pour gouverner normalement, pour faire passer les choses, si parce que un président qui a des choses à faire passer, ça te prend une certaine forme de majorité au Parlement. Oui, absolument. Écoutez, et il y a des parlementaires qui, sérieusement, veulent refaçonner l'image du Parlement et qui ne veulent pas s'impliquer dans les questions de nomination de Premier ministre ou directeur généraux. Okay? Il y en a qui veulent ça. D'ailleurs, celui-là qui a parlé ce matin, M. Florestal, il l'a dit. Le bloc minoritaire, c'était une quinzaine de députés. Il y a d'autres petits groupes aussi, de 5, 10 députés, et puis qui sont là, qui vont peut-être... Ça sera l'occasion pour eux de se faire valoir, de montrer leur importance, parce qu'il devient plus important. Quand le bloc qui était majoritaire, qui était constitué de 70 députés, fait 1000 morceaux, ben, il y a des petits groupes qui vont pouvoir émerger et montrer leur force à ce moment-là. Parce que Jovenel Moïse, avec les 48, aura besoin du bloc majoritaire d'une quinzaine et d'autres petits groupes de 5, 6 pour pouvoir constituer cette majorité pour voter Jean-Henri Séan. Si jamais il veut Jean-Henri Séan. Justement, tu es en train de dire aussi autrement que ce n'est pas dans son avantage. Jovenel Moïse a beaucoup plus d'efforts à faire quand il avait un groupe de 70 députés maintenant qui est scindé pratiquement 2. Ce n'est pas seulement de façon ponctuelle pour la nomination du Premier ministre, même pour sa gouvernance d'une façon générale. Quand tu n'as plus beaucoup ta majorité se divise, ça te prend beaucoup plus d'efforts pour asseoir certaines politiques ou choses. On est d'accord, mais toujours est-il qu'il faut considérer le contexte. Absolument, mais justement, c'est là que j'allais venir. Dans le contexte actuel, je peux comprendre que vous me dites que vous ne voulez pas négocier quoi que ce soit en termes de poste, etc. Mais on n'a pas trop bien compris aussi le momentum, pourquoi c'est maintenant que ces groupes de députés se sont réveillés un bon matin et ont compris que Jovenel Moïse voulait s'accaparer du bloc majoritaire et que il a fait toutes ces négociations sans les consulter. Et ça aussi, ça vient dans un contexte qu'il ne faut pas négliger. Je crois que le contexte actuel prête le flanc à ce genre de révélations. Absolument. Et puis, je te laisse finir. Non, vas-y, et puis? Et puis, il faut comprendre que justement, des blocs comme APH, Jean-Huma Goudou, et c'est là le problème quand tu n'as pas un bloc quand la conviction n'est pas à la base des choses, tu comprends? C'est pas la conviction qui faisait ça, c'était quelque chose de beaucoup plus ponctuel, des alliés de PHTK et autres qui se sont mis ensemble. Maintenant, ce n'est plus une question de « c'était ma conviction », il se peut qu'il y ait de problèmes internes, mais on va continuer à avancer puisqu'on a la conviction qu'il y a des valeurs qu'on partage ensemble. Et c'est dommage que souvent dans ces blocs politiques-là, d'une façon générale en Haïti, ce n'est pas des cas comme ça où il y a la conviction. C'est des choses beaucoup plus ponctuelles. Et on fait ça pour s'imposer. Et puis, c'est très facile de
d'avoir la division, de voir ces groupes scindés, parce que c'est pas la conviction réelle qui est à la base de tout ça. Ouais, et l'on croyait que c'était uniquement dans un sens que les parlementaires mettaient la pression ou s'immisçaient dans les affaires de l'exécutif, mais l'exécutif s'immisçait aussi dans les affaires parlementaires. C'est la révélation de Jean-Marie. C'est incroyable. Mais ça, c'est pas bien quand on parle vraiment d'indépendance des pouvoirs en Haïti. Et là, on continue à arriver. J'espère que vraiment un jour qu'on arrivera à... Comment ça, Jovenel Moïse déterminait c'est qui allait être président d'une commission quelconque? Si ces informations-là se sont révélées vraies, c'est très, très grave. Qu'est-ce que tu viens faire? T'as pas assez de choses à gérer? T'as une population qui n'arrive même pas à manger, des enfants qui s'en vont à l'école avec le ventre vide. Mais on fait de la politique. Et puis tu dois aller... Moi, je pense que ça revenait vraiment au leader de ce groupe-là de bien structurer la chose et de dire au monsieur le président, écoutez, vous êtes du PHK, bon nombre d'entre nous aussi. Il faut limiter les choses, il faut nous donner notre marge de manœuvre. Et ça enfin, Haïti, chérie. Ah oui. N'est-ce pas? Demain, 7h, une nouvelle édition.